Mesdames, Messieurs, bonjour. Effectivement, en tant que médecin légiste, expert judiciaire, responsable du service de médecine légale de cet hôpital, vous présenter le service et la façon avec laquelle nous prenons en charge le légitime de violence conjugale. D'abord, je tiens à préciser que nous allons fêter le 30e anniversaire de création du service de médecine légale, et je profite de l'occasion. Ce service a été ouvert le 1er mars 1994, ça fait 30 ans pile. Il a d'abord été considéré comme un service de médecine légale associant autopsie et consultation, dit consultation de coups et blessures, et il est devenu, en janvier 2011, ce qu'on appelle une unité médico-judiciaire du vivant de niveau 3, c'est un peu technique, c'est le terme consacré par les circulaires interministérielles justice, santé et intérieur, et également, bien sûr, il est rattaché au pôle santé publique de l'hôpital. Alors, les moyens dont nous sommes dotés, eh bien, les moyens humains, nous sommes, alors, pour ce qui est de la structure hospitalière, dans les murs de l'hôpital, nous sommes 2 médecins légistes, moi et mon jeune collaborateur, le docteur Thomas Tourneur. Nous avons également 2 infirmières, 2 secrétaires. Ce fonctionnement en binôme, 2 médecins, 2 infirmières, 2 secrétaires, nous permet d'assurer, du 2 janvier jusqu'au 31 décembre, une permanence de présence pendant les jours ouvrables, parce qu'il y a quand même, y compris pendant les congés scolaires. Nous avons également, c'est important, une psychologue clinicienne qui, elle, fonctionne sur un financement qui est celui de l'Agence régionale de la santé, donc elle ne fait aucune expertise. Nous, médecins, nous faisons des expertises à destination de la justice, mais elle ne fait aucune expertise, elle prend les victimes dans le cadre d'une prise en charge sanitaire. Nous avons également rattaché, mais à l'extérieur des murs de l'hôpital, ce qu'on appelle une équipe mobile qui est constituée de 8 médecins de ville qui sont attachés à notre service par convention et qui, eux, vont s'intéresser plutôt aux auteurs de victimes de violences conjugales qui sont mis en garde à vue et se déplacent au commissariat de gendarmerie pour voir si l'état de santé est compatible avec la poursuite de la garde à vue. Alors, les locaux, bien sûr, il faut des locaux d'accueil qui soient les plus confidentiels possibles, les plus agréables possibles, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les victimes, bien sûr, qu'on reçoit. Il y a bien sûr un bureau pour la psychologue clinicienne, il y a également 2 postes de secrétariat et une salle sécurisée pour accueil de garde à vue. Pourquoi, dites-vous, recevez-vous des gardes à vue alors que les médecins, l'équipe mobile se déplace vers le commissariat de gendarmerie? Parce que parfois, dans les violences conjugales, il y a des violences qui sont réciproques. Et là, l'office de police judiciaire peut nous envoyer avec une escorte l'auteur, un des auteurs présumés de violences réciproques pour constater si oui ou non il a lui-même des porteurs de blessures. Alors ça, ce sont des photographies de nos bureaux. Bon, il y a une grenouille, il y a beaucoup de grenouilles dans nos bureaux. Ça, c'est simplement parce qu'on n'aime pas les grenouilles, mais c'est parce que ça permet de rendre plus ludiques certains examens pénibles pour certaines victimes qui sont les mineurs, les enfants, les petites filles, lorsqu'on est requis pour des examens gynécologiques. Alors, il faut dire que dans quelles conditions une victime est reçue par nous? Bien, je dirais 9 fois sur 10, c'est sur réquisition. La victime se déplace au commissariat de gendarmerie, elle dépose plainte pour des violences au sein du couple. Là, l'officier de police téléphone au secrétariat et demande à ce que la victime soit vue dans un temps qui peut être très rapide, parce que si l'auteur est en garde à vue, il peut y avoir des contraintes d'enquête. Et à ce moment-là, ça se passe entre la victime, l'officier de police judiciaire, le secrétariat, et on fixe le rendez-vous. Lorsqu'elle vient, dans ce cas-là, le rapport, le certificat ne lui est pas remis. Il est transmis directement dans le cadre de l'acquisition à l'OPJ. Je ne dis pas remis immédiatement parce que la loi a évolué. Les victimes peuvent, quelques temps plus tard, demander communication de ce rapport médical sur réquisition. Et il y a également, alors je pense que la diapositive suivante. Alors, il y a la possibilité, ça j'y tiens beaucoup, à ce que nous puissions voir sans réquisition des victimes, mais uniquement des victimes de violences conjugales. Toutes les autres sont vues dans le cadre de réquisition. Quand une victime téléphone au secrétariat, si elle dit que j'ai été victime, le secrétaire va lui demander vous êtes victime agressée par qui? Si elle précise par mon conjoint ou mon ex-conjoint, même s'il n'y a pas eu de démarche judiciaire, on va la prendre spontanément, directement dans le bureau. Donc elle va avoir un rendez-vous pour l'après-midi ou pour le lendemain, en fonction de ses disponibilités. Et là, il va y avoir possibilité éventuellement de travailler ou de lui proposer un accompagnement judiciaire vers les services de police gendarmerie. C'est une proposition qui peut être faite
on verra les détails plus tard. Et comme elle vient d'elle-même, sans acquisition, on va lui remettre un certificat qui va mentionner une incapacité totale de travail. Alors, simplement pour vous dire aussi que notre unité médico-judiciaire est bien sûr travaille en relation en tant qu'unité hospitalière avec le parquet du tribunal judiciaire de Valenciennes, mais également elle a établi des conventions en partenariat avec le Conseil de l'ordre des médecins. J'en ai deux sur la diapositive, une qui nous lie avec le parquet du tribunal de Valenciennes et l'ordre des médecins. Ça, c'était donc en mai 2022, c'est ça. Et l'autre avec le parquet du tribunal de Cambrai, et ça c'était donc en janvier 2022. Dans ces conventions, l'unité médico-judiciaire est référencée comme unité de soutien pour des médecins traitants qui peuvent être un petit peu désemparés face à une victime, une femme qui se présente alors qu'ils soignent le couple. Donc dans ces cas-là, la convention leur permet de prendre directement téléphoniquement en contact le médecin de l'UMJ, d'évaluer la situation avec lui, et si besoin, on peut demander, si la victime est d'accord, est-ce qu'elle vient nous voir pour avoir une évaluation objective de sa situation. Alors, lorsqu'une victime vient d'elle-même, là on ne parle pas des réquisitions, parce que lorsqu'il y a des réquisitions, c'est simple, on envoie le rapport directement à l'officier de police judiciaire. Si elle vient d'elle-même, il y a trois situations. Ou bien elle dit, docteur, je n'ai pas envie de déposer plainte, remettez-moi le certificat. On lui remet, c'est une possibilité, c'est une option. La deuxième option, c'est de lui proposer un accompagnement judiciaire. C'est ce que Amélie Carpentier, le docteur Amélie Carpentier a parlé, c'est la pré-plainte. On remplit alors un formulaire où elle dit moi je suis d'accord pour que ma situation soit transmise au procureur de la République et je demande à être contacté pour un dépôt de plainte ultérieur. Et puis on accompagne ce formulaire d'une copie du certificat qu'on envoie sur une boîte dédiée. La troisième situation, c'est la plus pénible, à la fois pour la victime et pour nous, c'est que la victime nous dit qu'on constate des blessures sérieuses ou une situation qui est très préoccupante, avec une emprise de l'auteur, des violences récentes, puis également des cicatrices cachées, dissimulées, où la victime dit j'ai été opéré à l'époque, mais j'ai pas osé dire au chirurgien que c'était une fracture qui m'avait été occasionnée, c'est une chute dans l'escalier. Et là, on comprend qu'il faut faire quelque chose pour elle. Et là, c'est la situation où la femme en pleure, on lui explique que, pour son bien, on va déroger au secret professionnel, parce que ça nous est permis, et on va donc effectuer un signalement judiciaire en lui faisant signer un papier où elle va cocher une case disant qu'elle s'oppose à cette procédure, mais que cette procédure lui est imposée par le médecin en fonction d'une relation au secret professionnel. Ce qui la déculpabilise finalement, on lui dit, vous pouvez dire à votre conjoint que c'est pas vous qui avez pris l'initiative de la plainte, c'est moi en tant que médecin. Alors, oui, on va jouer en arrière, c'est génial ça. Voilà, alors, tous les professionnels ici présents le savent, la difficulté c'est souvent de repérer la violence, parce qu'il peut y avoir d'abord un déni de la violence. La première phrase, toutes les phrases sont les phrases que nous on recueille en consultation médico-légale. La première phrase c'est « une simple dispute, je ne comprends pas vos questions ». Ça c'est généralement une femme qui a été poussée dans notre bureau par une sœur, par une mère, par une collègue de travail. Et là il y a tout un travail à faire parce que c'est déjà un petit peu une forme de résistance, on se recroqueville sur soi-même. Ou une injustice fleureuse s'est interposée, docteur, vous en faites pas, c'est rien, c'est pas grave. L'autre situation, les bleus, c'est quand on nous dit je marque facilement, ça veut dire que lorsqu'on va demander à cette dame de se déshabiller, elle va être couverte d'hématomes. Donc déjà pour justifier le nombre des hématomes, elle va essayer de trouver la chose qui lui passe par la tête qui est plus simple, c'est-à-dire qu'elle marque facilement. Mais on ne marque pas sans coup. La difficulté du repérage aussi, et ça c'est un gros problème, c'est que beaucoup de femmes croient à leur pouvoir rédempteur. Il est méchant, vous savez, le docteur, il peut être tellement gentil, vous savez, je suis sûr que j'arriverai à le changer. Ou bien, s'il est mauvais, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est son problème. Également, la victime redoute des représailles contre son conjoint. Docteur, s'il vous plaît, ne faites rien, parce que sinon, il va retourner en prison. Je ne voudrais pas que ce soit à cause de moi, dit-elle. Bon. La victime peut aussi se raisonner à son sort par fatalisme, tout simplement parce que sa maman était battue, parce que, comme il dit, j'ai pas de chance, mon ex était déjà violent, et puis de nouveau, je suis tombé sur un violent. Et puis également, il faut dire aussi que les violences sexuelles sont rarement spontanément évoquées. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une notion de devoir conjugal ancrée dans les esprits. Alors,
Ça, c'est pour les heures ouvrables. En dehors des heures ouvrables, donc, je vous ai dit qu'on a des médecins de permanence liés à notre unité qui se déplacent pour voir les auteurs de violences conjugales, pour voir si leur état de santé est compatible avec la garde à vue. Ces médecins aussi ont été sensibilisés par nous à l'importance du l'ITT. Donc il peut arriver que la nuit ou le week-end, lorsque notre unité médico-judiciaire hospitalière est fermée, que le médecin de permanence pour garde à vue établisse un certificat. C'est d'autant plus pratique parce qu'à ce moment-là, la victime est déjà dans les locaux pour recueillir sa plainte. L'auteur est mis en garde à vue, ça évite que la victime ait à se redéplacer quelques heures plus tard. Alors, les services rendus. Vous comprenez bien qu'avec le temps, on a compris qu'il était très important qu'on ait un temps d'écoute. Une consultation de constat de coups et blessures chez une femme victime de violence conjugale, ça prend du temps. Il faut bien sûr libérer la parole avant de procéder à l'examen, respecter la pudeur de la victime, parce que le déshabillage va être progressif. Parfois, il faut... Alors, ce déshabillage, toutes nos consultations, j'ai oublié de le dire, se font en présence de l'infirmière, quel que soit le type de consultation. L'infirmière est importante parce qu'elle va d'abord recevoir la victime avant l'examen médical et elle va être présente tout au cours de l'entretien médical et de l'examen physique. C'est elle qui, parfois, lorsque la personne a du mal à se déshabiller, lui fait des courbatures, lui fait des hématomes d'une épaule ou d'un coude, qui va l'aider à se déshabiller. L'idée, c'est bien sûr de relever l'ensemble des blessures et puis de conclure cela par l'incapacité totale de travail. Ça, c'est le mot magique, parce que l'ITT, ça conditionne beaucoup de choses sur le plan judiciaire. Il n'y a pas d'examen médico-légal sans conclusion par une incapacité totale de travail. Alors, je passe. Le certificat, donc, il précise bien sûr les doléances de la victime, les dires. On a pour habitude de mettre les déclarations de victime sous forme de guillemets. Dans certaines affaires graves, où il y a violence conjugale et agression sexuelle combinée, ces paroles, entre guillemets, on peut les rapporter lorsqu'on dépose aux assises, en disant, bien voilà ce que la victime m'a déclaré avec ses propres mots, qui sont parfois très lourds de sens et empreints d'émotion. On va également, bien sûr, rechercher les conséquences fonctionnelles de ces blessures en termes de limitation de mouvement. C'est ce qui va déterminer notre incapacité totale de travail. Alors l'ITT, je vous dis, c'est très important. Ça conclut notre rapport médico-légal. L'ITT, dans le cas des blessures volontaires, le seuil, c'est 8 jours. Ça aide à déterminer la hauteur du tribunal. Moins de 8 jours, c'est le tribunal de police. Plus de 8 jours, c'est le tribunal correctionnel. On explique aux victimes qui nous disent « Docteur, vous allez me faire un arrêt de travail », surtout lorsqu'on remet un certificat, ce qu'elles viennent sans réquisition, on dit « Oh non, c'est un arrêt de travail, mais qui n'est pas professionnel. Pour ce qui est d'un travail professionnel, il faut aller voir votre médecin, c'est sa compétence, il établit un document à destination de l'employeur de la sécurité sociale. Nous avons un document à destination uniquement de la justice. Et on leur dit d'ailleurs, un enfant qui serait maltraité, une femme au foyer, un retraité, il peut relever également d'une incapacité totale de travail. Alors, l'ITT physique. Moi, quand j'ai commencé la médecine légale il y a un certain nombre d'années, c'est-à-dire plus de 30 ans évidemment, on était centré sur l'ITT physique. Mais maintenant, on a de plus en plus de missions, pour dire que toutes les missions, c'est l'ITT physique et psychologique. Pourquoi la société a évolué? La prise en compte des retentissements psychologiques est importante dans les attentats, dans les accidents collectifs de transport, et j'en passe. Et donc maintenant, on prend également en compte le retentissement émotionnel, qui peut se manifester sous différentes façons, plainte anxieuse, revissant sous forme de flashback du souvenir traumatique, généralement le souvenir des yeux de l'agresseur, un regard qu'on nous dit méchant. Ça peut bien sûr être un comportement de la victime qui va toujours baisser la tête, qui ne va pas oser soutenir le regard de l'examinateur, qui va se tordre les doigts, qui va tordre ses vêtements. Ça, c'est important, ça interviendra dans un ITT. Et si bien que l'ITT est globale, elle est à la fois physique et psychologique. Alors, on a une psychologue, j'ai bientôt fini. Une psychologue, c'est important. Nous faisons des constats médicaux avec avis sur ITT. Nous faisons très attention à l'ambiance, à l'accueil dans lequel nous les examinons. Un certain nombre de ces victimes seront amenées par nous-mêmes ou l'infirmière directement vers la psychologue.
Bien sûr qu'on lui propose de soutenir un psychologue, on explique bien que la psychologue n'est pas psychiatre, parce que généralement l'auteur, quand il frappe la victime, il lui dit si j'en suis arrivé à ce niveau-là, ce stade-là, c'est parce que tu es folle. Donc on explique bien que la psychologue n'est pas psychiatre, qu'elle ne prescrira pas le médicament, que comme certaines femmes qu'on voit dans notre bureau, elles se trouvent dans une situation de détresse morale et qu'il faut qu'on l'aide. Et donc on emmène la victime dans le bureau de la psychologue, ce qui va permettre un premier contact. Ça va également permettre aussi de travailler sur l'emprise. Un certain nombre de ces dames, pas un certain nombre, même un très grand nombre de ces dames, sous l'effet d'un discours culpabilisant de l'auteur, s'estiment elles-mêmes devoir subir de telles violences. Donc là, il faut absolument que le psychologue décante cette emprise, qu'elle fasse comprendre à la personne qu'elle est réellement victime. Et que l'auteur, lui, est quelqu'un dont le comportement est nécessairement préjudiciable et ne peut pas être, bien sûr, condamnable. On a également des demandes de victimes. Il arrive que les victimes disent à la fin de la consultation, docteur, est-ce qu'il serait possible que je voie une psychologue? L'avantage d'un psychologue, c'est qu'elle est immédiatement disponible, que c'est une consultation confidentielle, qu'il n'y a pas d'enregistrement, et surtout qu'il n'y a pas de retour d'information vers le médecin. Et aucun document est établi vers la police ou la gendarmerie ou vers le tribunal. J'ai bientôt fini, là j'ai deux courbes. Ça, c'est en bleu, c'est tout le nombre de constats de violence physique avec avis sur ITT effectués dans notre unité médico-judiciaire. C'est la ligne bleue. En dessous, en ligne orange, vous avez le nombre de constats qui sont pour des violences conjugales. On voit qu'en 2020, le rapport était de 1 sur 4. Ensuite, 2021, 2022, 2023, c'est 1 sur 3. Ça veut dire quoi? Une victime, actuellement sur 3, qui pousse la porte de l'unité médico-judiciaire vient pour un constat de violence dans le cas du couple. En 2020, c'était 1 sur 4. Maintenant, on est passé à 1 sur 3. Pourquoi est-on passé de 1 sur 4 à 1 sur 3? L'explication, c'est le Grenelle des violences, c'est les politiques très actives des parquets à ce sujet-là, c'est la prise de conscience dans la pression générale, par l'intermédiaire des médias, du caractère insoutenable et intolérable des violences conjugales. Les violences sexuelles, pourquoi j'ai mis ça? On dirait parce que 9 victimes sur 10 que nous voyons sont des femmes. On parle de violences conjugales, donc on parle des violences faites aux femmes. Certes, la plupart sont des mineurs ou des jeunes majeurs, et donc ce sont des femmes en devenir. Tout ça pour dire qu'on est très sensible aux conditions d'accueil, d'examen à caractère sexuel, parce que ce sont des étapes importantes qu'un examen médico-légal, donc il faut qu'il se déroule dans les conditions les moins défavorables possibles pour la victime, pour qu'elle n'ait pas à subir un traumatisme lié à la consultation. Bon, eh bien, je pense que j'ai fini. Merci pour votre attention.